nous souhaitons créer de bibliothèques, de cinéma, de jeux pour occuper notre jeunesse, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui les invités sont là pour parler de la poche et faire fuir les enfants d'aller à l'étranger. Merci beaucoup. Je suis étudiant à l'UPEN en 3e année de graduat en mathématiques et informatique. La question est celle-ci, c'est adressé au professeur Katende, maître Jean-Claude Katende. La question est celle que la salle veut que je sois expert. La population est-elle seule responsable de la prolifération des déchets dans la ville de Kinshasa? C'est ça ma question. L'honorable, dans votre exposé, vous nous avez dit vos motivations qui vous ont poussé à aller en politique. C'était parce que vous avez constaté que les choses n'allaient pas au pays. Et parlons de la paix durable en RDC. En tant que député national, moi personnellement, je voudrais un peu savoir votre abord sur cette question-là. Merci. À l'université Kinshasa, la faculté de sciences, département géosciences. Ma question s'adresse au président de l'organisation. En fait, il y a beaucoup d'organisations régionales et africaines ayant le même vocation et les idéaux que le vôtre. Quelle est votre particularité? Et j'ai une autre question qui est destinée à Maître Jean Katende. J'ai participé à beaucoup de conférences sur l'environnement. Le thème est plus développé sur les questions liées aux conséquences, sur l'environnement. Mais on ne parle pas trop du développement économique que nous prenons tous ici. Le développement économique amène surtout plus de modifications sur la nature. Alors, aujourd'hui, le monde parle du développement durable. Comment expliquez-vous ce parallélisme entre le développement durable que le monde prône aujourd'hui et ce que nous voulons comme essor industriel à la République démocratique du Congo? Merci. Ma question s'adresse à M. Jean-Claude Katende. Monsieur Jean-Claude Katende, certes, la question ayant trait à la protection de l'environnement concerne tout le monde, jeunes et vieux, comme vous avez dit, mais il me semble que l'État a un grand rôle à jouer sur cette question. Ma question est de savoir qu'est-ce que nous, jeunes, pouvons faire pour inciter l'État à prendre en charge, en fait, à s'occuper carrément de cette question. Je vais poser ma question à l'honorable Aaron Dombassi et M. Maître Bingoma. Parce que ma question, lorsqu'on parle de la sécurité, on va aussi voir la paix, parce que c'est la sécurité qui amène aussi la paix en République démocratique. Dites-moi, comment est-ce que vous cherchez l'apport de la jeunesse par rapport à la recherche de la sécurité et de la paix en RDC, pendant que vous, en tant que député national, vous le savez bien que parmi les hommes politiques de ces pays, il y a ceux-là qui ne veulent pas entendre parler de la sécurité en République démocratique du Congo. La dernière question va au moins à M. Katende qui nous a parlé de l'environnement. Comment est-ce que vous avez jugé le lancement de l'opération Kimbopeto à Kinshasa la fois dernière? C'est vrai que l'activité du mouvement collectif en matière de sécurité. Vous avez donné les pistes de solutions sur tout ce que vous avez dit à propos de la sécurité. Et vous avez estimé les agents de sécurité, les agents de l'ordre sont à 60% des analphabètes et causent beaucoup d'insécurité, notamment la gâchette facile, massacrer la population.
Mais à ces points-là, vous n'avez pas donné comment et vos pistes de solutions, comment l'État va nous amener à rééduquer ces services-là. C'est un peu ça. Je porte plusieurs casquettes, économiste, journaliste, activiste des droits de l'homme et de la société civile. Bon, j'ai une préoccupation. Je la pose à tous les panels. À vous attendre de parler, j'ai lu aussi les dépliants. C'est réserve de faire la politique. Or, tout ce qu'on a parlé ici, tout ce que vous faites ici, c'est la politique. Si vous ne voulez pas que la politique soit en dehors de ce que vous faites, la politique va vous attraper. Mais moi, j'aimerais que... C'est une suggestion. Même ce que le président a dit, il est membre d'une branche de l'unité africaine. Ça sera toujours la politique. Il ne faut pas se rebiffer là-dessus. Ou alors, il va falloir changer les dons. C'est ça ma préoccupation. Il a constaté beaucoup de fléaux. C'est ce qui lui a poussé à faire la politique. Moi, je ne suis pas pour. Je vais dire que je suis de l'Est. Je connais beaucoup des hommes d'affaires qui ont progressé, notamment de Fanny, il y a des Moussa Mania de Bongera. Ce sont des gens qui contribuent à l'avancement de la province, mais sans autant faire la politique. Et c'est ça qui me... Je vais commencer par là pour répondre en même temps à notre défenseur des droits de l'homme, que la politique, on n'est pas censé seulement faire la politique pour donner son apport. On peut même être en indépendant, on peut être apolitique et donner son apport dans les changements de la République. Donc je n'ai pas été pour en disant que c'est ça qui vous a poussé à la politique. Donc peut-être vous avez d'autres ambitions, mais ça fait partie de vos ambitions. Mais on ne peut pas seulement faire la politique parce qu'on a remarqué les problèmes. Pour Maître Jean-Claude, il nous parle de beaucoup de propositions. Moi, je me dis, les dire, c'est mieux. Tout le monde parle. Tout le monde dit que nous devons changer. Mais nous-mêmes, on ne change pas. On a beaucoup de suggestions. Moi, je me dis que chacun de nous a ses suggestions dans sa tête. Même ceux qui n'ont pas posé des questions, même ceux qui ont parlé, ils ont des suggestions. Et des suggestions qui sont bonnes. Mais c'est quid de la faisabilité de ces suggestions? Parce qu'il ne suffit pas d'en parler, il ne suffit pas d'en avoir pour voir leur faisabilité. Là, je reviens à mettre à dos de vraiment tenir compte à nos suggestions pour mieux le faire part au Parlement. Parce que nous, on peut être là dans la salle, on discute, on donne nos suggestions, mais si ces suggestions ne sont pas mises en œuvre, c'est comme si on a passé notre temps pour rien permettre. C'est que j'aimerais qu'on donne nos suggestions, mais qu'on ne se limite pas seulement dans les conférences. Là, je reviens au maître Guy, qu'on ne se limite pas seulement de donner nos suggestions dans des assemblées, aux réseaux sociaux. Nous savons tous que les réseaux sociaux font la baisse ces derniers, permettez le terme, mais ces suggestions-là, ça reste que bouche à oreille. Mais nous voulons voir ces changements. Et que ces changements-là, ces suggestions doivent arriver aux personnes, les personnes destinées à avoir nos suggestions et les mettre des ans, 3 ans, 4 ans. On ne fera pas de changement. C'est tout le monde qui dit alors on ne jette pas en effet à donner nos suggestions aux bouches autorisées. À faire de notre mieux que les bouches autorisées aient nos suggestions et les mettre en œuvre. Merci. Avec beaucoup d'attention. Ce sont des questions très importantes pour le devenir de notre pays. Alors je commence par la dernière question qui m'a été posée par notre ami, le juriste en formation, Unikin, qui veut savoir quels sont les remèdes que je dégage de toute la problématique que j'ai eu à poser. Mais j'ai donné des remèdes de perspective. Peut-être que l'ami n'a pas été attentif, mais j'ai donné des remèdes. Je veux savoir comme enseignant qu'est-ce que je pense. Mais d'abord, la sécurité est une question étatique. C'est un attribut de l'État. Je crois que comme juriste, tu as eu à bien appréhender la notion de Léviathan avec Thomas Hobbes.
C'est nous qui avons donné à l'État ce pouvoir de nous gérer. C'est à l'État de nous offrir la sécurité. Le Léviathan, même le contrat social avec Jean-Jacques Rousseau, c'est à l'État de nous gérer. Il a les attributs à travers les institutions. Je vous ai cité le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Défense, etc. Je vous ai donné la mission constitutionnelle de la police nationale. La sécurité des personnes et de leurs biens. Ce n'est pas l'inverse. Si nous arrivons à contribuer à l'insécurité, je vous ai donné les causes endogènes, notamment le chômage. Comment voudrez-vous que nous puissions concourir à la sécurité alors qu'en amont rien n'est fait? Moi, je me greffe à la responsabilité étatique. Parce que la sécurité est une question étatique. C'est l'État. Lorsque l'État va nous garantir la sécurité, maintenant il va se développer d'autres dynamiques. C'est comme au Rwanda, ceux qui vont au Rwanda savent. Tout citoyen est policier de l'autre. Vous jetez des déchets dans la rue, moi je vais vous dénoncer. Plus il y a des dénonciations, plus je suis coté. Alors comment voudrez-vous que j'aille dénoncer quelqu'un dans l'état actuel des choses? Avec possibilité que les Koulouna viennent me régler la situation à la maison. Aucune garantie sécuritaire. C'est pourquoi je dis en amont que l'État nous garantisse la sécurité et d'autres choses vont tirer en termes de conséquences. Maman qui dit que l'on ne doit pas se limiter dans les réseaux sociaux. Non, mais je ne partage pas aussi votre point de vue total. Ce qu'il prend comme réflexion, il nous le communique à travers les réseaux sociaux et nous sommes nombreux qui sommes interpellés. Et il y a même des gouvernants qui sont interpellés. Donc alors qu'il est au XXIe siècle, les réseaux sociaux, c'est un canal de communication par excellence. Mais par ailleurs, je vous donne aussi partiellement raison. On sait que toutes ces réclamations doivent aller au travers des institutions qui sont censées prendre des décisions. C'est là que je salue la présence de l'honorable Ados. Il est là, il entend. Ne pensez pas que toutes ces résolutions, les suggestions vont rester d'être mortes. Moi, je connais son dynamisme. Je sais qu'il a entendu et que, de par sa présence, son mandat parlementaire, il essayera d'engager des débats autour de cela. C'est aussi notre faute, cher ami. Quelle est la qualité des questions de la population? Mais nous sommes les premiers responsables, parce que ces traits ne peuvent pas être faits publiquement. On ne peut pas prendre des panneaux publicitaires, braliment, tout ça, matin, ça, tout ça. Non, la loi existe. Mais c'est l'applicabilité. Il faut appliquer. Il est interdit aux mineurs d'accéder dans les débits de boissons. Mais il y a une question que l'on peut poser. Comment est-ce que les tenanciers des bars vont exiger des cartes d'identité avant d'accéder au bar? Comment les gens vont y aller? Ce sont des difficultés, des obstacles que rencontre l'application sur l'applicabilité de lois dans la pratique. Mais aussi la protection physique de nos filles. Je sais que tu as voulu parler de la prostitution. Je vais vous étonner. Je voudrais que vous suiviez mon raisonnement. Au départ, ça semble choquant, mais suivez. Moi, si j'étais député national, je ferais une proposition de loi sur la régulation de l'activité de la prostitution. Il faut qu'on ait une loi qui organise la prostitution. Pourquoi? C'est à l'instar du législateur français. Tout le monde est d'accord qu'il est difficile d'éradiquer la prostitution. C'est même le plus vieux métier que le monde ait eu. Mais à l'état actuel de la prostitution en République démocratique du Congo, voici les difficultés que nous rencontrons. 1, c'est l'accès des mineurs dans la prostitution. 2, la prostitution des rues qui scandalise les gens. La prostitution des rues. Moi j'habite à Kingabwa, non, on n'est pas Kadjouma. Vous connaissez ce que c'est pas Kadjouma. Tout le monde sait ce qui se passe là, même les députés le savent. Je sais que l'honorable Ados sait ce qui se passe à Kadjouma. Mais maintenant, devons-nous laisser cette situation perdurer? La réponse non. Parce que de la prostitution, il y a plusieurs conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan social et sur le plan moral. Raison pour laquelle il faut une loi. Voici le contenu de cette loi à venir. Premier contenu, faire de la prostitution une profession libérale, à l'instar des avocats. Prostitution libérale, dans laquelle pour y accéder, il faut des conditions. Je vais y aller un peu de manière brutale.
Qui est prêt à mourir pour les changements ici? Manifestons-nous, non? Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont vraiment prêtes à mourir pour les changements. Et je voudrais vous dire, sans risque de me tromper, que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est tombé très bas. Alors, très bas. Très bas, au point que si nous ne prenons pas la hauteur des problèmes que nous avons, nous ne pouvons rien faire. Et donc, il faut prendre les risques dans le contexte actuel de notre pays, de nous battre pour que les choses changent. Et ça, c'est très important. Et la jeunesse que vous êtes, vous devez être conscient que si vous ne faites rien, ce pays ne va pas changer. La plupart des politiciens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des personnes que nous connaissons très bien. Et je peux vous dire que 90% ne veulent pas du changement. Donc, vous pouvez bien vous réaliser le risque que nous avons si nous ne faisons rien. Les questions qui me sont posées, ce ne sont pas des questions politiques, ce sont des questions qui concernent l'environnement. Mais notre engagement dans l'environnement reflète exactement ce que nous voulons. Par rapport à la première question qui m'a été posée, est-ce que l'État va nous offrir un environnement sain? Je dis que l'État, en partie, nous a déjà offert cet environnement. Parce que nous avons des lois, en commençant par la Constitution et la loi sur une petite intervention par rapport au fait du grand frère Katende. J'étais en Allemagne, je pense en 2013-2014, et je prends cette bouteille de coca, après avoir bu la coca bien sûr, je jette dans une poubelle. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, il y a une dame qui vient, qui ramasse, qui prend la bouteille de coca, que j'ai jetée dans la poubelle, elle le prend, elle le récupère et le met dans un sac. J'ai pas compris. Je vais à la maison, je bois de l'eau, je jette à la poubelle. Et là, la personne qui m'hébergeait me dit, mais non, tu fais une grosse erreur. Ici, en Allemagne, une bouteille a une valeur. La bouteille a une valeur. C'est-à-dire, si tu achètes un coca à 1 euro, la bouteille a la valeur de 0,20 centimes. C'est-à-dire, après avoir consommé cette eau, la bouteille doit encore avoir une valeur. Vous comprenez? Et cette bouteille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des guichets que Coca-Cola a installés. Il y a des guichets que les entreprises ou les usines qui fabriquent comment on dit, des usines de recyclage qui ont placé des guichets par-ci par-là. C'est-à-dire la personne qui a consommé son coca prend la bouteille et place dans le guichet et il reçoit directement un ticket. Avec ce ticket-là, il peut encore acheter autre chose. Donc ça, c'est aussi une politique qu'on pouvait bien sûr installer en République démocratique du Congo. Pour répondre à la question de la dame qui a dit qu'il ne faut pas changer les choses, il ne faut pas seulement aller en politique, vous avez raison, madame. Mais dans ce pays, je peux vous le dire, que la politique est tellement influente. Dans mon secteur culturel, par exemple, les gens n'ont pas encore compris que le secteur culturel peut rapporter énormément à la République démocratique du Congo. Pendant qu'ici, on se bat que pour les minéraux, mais la culture peut rapporter énormément. Des pays comme la France, par exemple, je vais revenir à cet exemple, la France investit chaque année plus de 10 milliards d'euros dans le secteur culturel. Et le secteur culturel rapporte plus de 48 milliards d'euros à la France, plus que l'industrie automobile. Et le secteur culturel, c'est plus d'1 million d'emplois. Mais les gars, ici, à Kinshasa, ils ne comprennent pas. Ils pensent que la culture, c'est la musique. Ils pensent que la culture, c'est le théâtre. Ils ont moqué. La culture, aujourd'hui, a une grosse valeur. Alors je me dis, comme moi, je suis au courant, j'intègre le monde politique. Mais c'est vrai, qu'au Congo, je peux vous dire, ce pays est une mafia. Le Congo,
c'est la plus grosse mafia mondiale. Moi, je pensais que c'était des pays comme la Colombie. Mais ce qui se passe dans ce pays, et comme l'a dit, je pense, Maître Bobet tout à l'heure, mais les gens n'aiment pas ce pays. Dans ce Parlement-là, je peux vous dire, peut-être qu'on est à 3 ou 4 qui ont réellement une envie de changer des choses. Et comme je l'ai dit, nous avons quelques députés nationaux, mais surtout nous avons des robots nationaux qui sont téléguidés de quelque part, qui ne réfléchissent pas pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment triste. J'ai l'habitude de dire que dans ce pays, malheureusement, les églises ont bousillé ce pays. Les églises. Quand je vois combien de pasteurs ont permis à certains députés provinciaux, nationaux, d'avoir des voix, parce que le pasteur a reçu une enveloppe de 5 000 $, et il va placer 300, 400 fidèles pour voter une personne qui n'a qu'un seul objectif, se remplir les poches. Les églises, malheureusement. Et parce qu'il n'y a pas de divertissement, les églises sont devenues des lieux de divertissement, malheureusement. Ma contribution par rapport à la paix, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, par exemple, tous les assassinats, j'ai fait une question orale, adressée bien sûr, avec débat adressé au ministre de l'Intérieur. Je vais peut-être vous lire rapidement quelques questions que j'ai posées au vice-premier ministre de l'Intérieur. Je dis ceci. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, la police ne peut se détourner de sa vocation républicaine, de ses devoirs d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que l'ordre public. Un certain nombre de questions me taraudent l'esprit. Pourquoi les policiers congolais sont dotés de Kalachnikov, qui sont des armes de guerre? Or, l'article 2 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police dispose que la police est civile. Pourquoi équiper une police civile d'armes réservées aux unités combattantes? Quelle est la politique de recrutement du policier moyen en RDC? Quels sont les critères du recrutement et le contenu de la formation de nos policiers? Dans les pays sérieux, et nous estimons qu'une RDC qui a réussi à l'alternance pacifique l'est. Une mort injuste est une mort de trop. Les responsabilités doivent être établies. Bref, je fais mon travail de député. J'ai adressé cette lettre depuis le 2 novembre. On ne m'a pas encore répondu. Mais j'attends. Mais je suis de l'opposition, je suis minoritaire. Peut-être que ce sera étouffé. C'est comme ça, malheureusement, que fonctionne la République démocratique du Congo. Sur la paix encore, en tant que député, je me suis dit, c'est pas possible. C'est-à-dire que la police tue les gens. Je retiens l'émotion de la maman d'Adonai. Il dit, honorable, Adonai a confié. Et ça, c'est l'étape des Bouni. Mélina Maté, il dit, ça, c'est l'étape. Adonai avait une rose à la docteur, en poussant la passe. Les amis, j'avais amené le ministre des Droits humains, je l'ai invité à ma cave, il était là, il a pleuré. Il a pleuré. Il a demandé pardon au nom de l'État congolais. Parce qu'il faut savoir demander pardon. Aujourd'hui, l'État congolais doit se réconcilier avec ses enfants. Il me dit, honorable, il me dit ça clairement. Je suis allé voir Mobila, qui m'a reçu. Il me dit, ok, honorable, je vais donner 7 000 $ pour que vous puissiez enterrer les enfants et bien sûr prendre soin des blessés. Ok, 7 000 $, c'est bien. Mais il faut réparer. Il faut réparer. Parce que j'imagine un peu la maman d'Adonai, comment elle se trouve en ce moment. Il faut réparer absolument. Donc voilà, ça c'est un peu le devoir de député que je fais. Je vais à Makala, il y a une route qu'on appelle Éléglise. Je ne sais pas si vous connaissez cette route Éléglise. Mais c'est horrible, c'est une poubelle totale. Une poubelle. C'est notre particularité. Le développement est vrai pour la réalisation de l'intégration socio- et économique et l'unité de la politique africaine. C'est notre particularité
réunir la jeunesse sans distinction, c'est notre particularité aussi. Et pour réussir dans nos objectifs, nous avons mis en place un plan de communication et nous avons décidé que cette communication doit être répétitive pour ne pas continuer avec des histoires qui ont avec l'ancien système plutôt. Et tout ce qu'Ayou va faire, c'est quoi? Nous n'allons pas continuer avec toutes les choses qui sont déjà passées parce que nous sommes une nouvelle génération. Et à travers notre énergie, nous pouvons changer beaucoup de choses. Raison pour laquelle Ayou est là et Ayou demande à la jeunesse d'intégrer pour qu'ensemble nous pouvons réussir dans notre mission. La nouvelle génération a 3 missions principales. La première mission de la nouvelle génération, c'est de faire la rupture avec l'ancien système. Et d'aider, c'est de renouveler. Et les 3, c'est d'échanger aussi des choses anciennes et de rajeunir la classe. Et pour le monsieur qui a posé la question de la politique, Maître Dia a déjà répondu à cette question parce que notre philosophie n'est pas vraiment être à la politique, parce que dans la politique, nous voyons il y a toujours des contradictions. Mais nous avons une mission d'interpeller les institutions et les autorités concernées. Parce que nous avons un problème de l'insécurité. Les deux côtés, de l'autre côté, on est en train de contester. Mais nous sommes là pour mener une lutte républicaine afin d'une coordination qui va nous permettre de réussir à notre mission. Et je suis le président de la structure au niveau national et je suis les responsables de la diplomatie de l'Afrique centrale et porte-parole des Ayou Afrique. Et ici, nous avons les vice-présidents Ayou RDC qui est M. Justin. M. Justin est là. Nous avons les secrétaires généraux, M. Ferdinand. Prière aux différents membres d'avancée. Le secrétaire général qui est M. Ferdinand Kidima et les femmes à la coordination. Et ici, il y a d'autres femmes qui sont ici qui peuvent rejoindre l'Ayou parce qu'aujourd'hui, le monde demande la parité. Nous voulons que la parité prenne toutes les couches de la population. Et Madame Aimée est la seule femme, je vous rassure que c'est une femme forte. Et pour réaliser l'activité, elle a joué un rôle important. Nous a permis. Il est avec M. Arnaud qui s'oppose dans notre structure. Nous n'avons encore pas de financement et pas de partenaires pour financer dans nos différentes activités. Nous lidons pour voir alors cette activité. Moi et mes autres. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs d'Ayou qui ont pensé à ma modeste personne, à participer bien sûr à ce séminaire, à cet atelier, à cette conférence bien sûr. J'ai intervenu sur la paix et je trouve qu'il est indispensable bien sûr aujourd'hui d'avoir ce genre de débat pour bien sûr mieux édifier la jeunesse congolaise. Donc je soutiens bien sûr l'organisation Ayou qui a organisé bien sûr cette conférence. Pensez-vous qu'avec ce genre de conférences, débats, on pourra avoir un avenir meilleur pour la jeunesse? Mais oui, tout à fait, madame. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de formation, la jeunesse a besoin d'être informée. Et je suis venu, bien sûr, avec mon expérience d'opérateur culturel, mais mon expérience aussi politique, partager ma petite expérience avec la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, je pense, madame, que la jeunesse a besoin de repères. Et nous devenons aujourd'hui un repère, bien sûr, pour cette jeunesse qui devra faire mieux que nous demain. Quel a été votre rapport durant cette conférence? Mais déjà, expliquer l'importance de la paix.
en République démocratique du Congo. Mais surtout dire à la population congolaise, à la jeunesse congolaise, de s'imprégner de notre constitution. Nous avons une bonne constitution, malheureusement, qui n'est pas d'application. J'ai l'habitude de dire que j'applaudirai le jour où le Congolais, ou le politique congolais, respectera bien sûr la constitution congolaise du 1er au 229e article de cette constitution. Un message d'espoir est lancé bien sûr à cette jeunesse congolaise pour bien sûr continuer à fonctionner dans un environnement sain et rempli de paix. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Premièrement, je vais commencer par remercier les intervenants et les participants d'avoir répondu à notre invitation. Et malgré c'est une journée favorable, quand même il y a des gens qui ont disposé leur temps pour venir. Et le message que je vais lancer pour les projets, pour matérialiser et réaliser les projets, ça demande l'implication de la jeunesse. Aïe est venu pour régler et pour combattre les antivaleurs qui entourent notre jeunesse. Aujourd'hui, notre jeunesse a beaucoup de problèmes. Notre jeunesse est entourée par l'insécurité. Et nous sommes venus pour mettre fin à cette insécurité et donner la jeunesse sa place à la société. Pourquoi donner la jeunesse la place à la société? Nous sommes une génération, nous avons l'énergie, mais nous sommes sous-estimés. Et à travers tout ce qu'on va commencer à faire ici, nos conférences, nos séminaires, tout ce qu'on va commencer à prendre comme information, on va amener ça aux autorités et aux concernés pour qu'ils donnent nous une réponse et régler la situation. C'est ça. Et pour le reste de la jeunesse qui n'ont pas encore adhéré à cette vision, nous les appelons de venir parce que nous seuls, on n'aura pas matérialisé cette vision. À travers les pertes que tous les gens vont apporter, nous allons élever la voix ensemble. Et je remercie la présence de la presse. Et j'ai dit la presse aussi, les médias aussi doivent jouer son rôle de quatrième pouvoir parce qu'à travers les médias, nous allons lancer notre message. À travers les médias, les autorités doivent nous écouter. Et les médias doivent cesser d'être au niveau des... Il y a des gens, j'étais à l'époque porte-parole de M. Septikun, on appelait les gens, d'autres journalistes, les Tembetembe. Pourquoi? Il vient sans organes, vraiment c'est les messages parce que nous sommes les jeunes. Vous allez m'excuser, mais je vais les parler. Il vient sans organes, leur but est de chercher l'argent. Mais or que les médias vont jouer son rôle de quatrième pouvoir. À travers l'information, les autorités doivent être complètes. Et